Bonjour à tous et bienvenue dans l'édition de la rédaction, une nouvelle émission imaginée par la rédaction du Particulier. Dans ce programme, nous accueillons les auteurs qui ont publié des livres aux éditions Le Particulier. Aujourd'hui, nous accueillons Delphine Ivins qui vient de publier Les vrais pouvoirs du président. Delphine, bonjour. Bonjour Benoît. Nous enregistrons cette émission à 3 jours du premier tour. Les Français s'apprêtent donc à prendre le chemin des urnes pour élire le futur président de la République. C'est un personnage notoire que l'on connaît, on connaît ses pouvoirs, mais il y a peut-être des aspects dans sa fonction, des aspects peut-être techniques et importants qui nous échappent peut-être. Oui, tout à fait, parce qu'on a souvent en tête de dire que le président de la République est l'homme ou la femme providentielle qui décide de tout seul. Et comme je l'explique dans cet ouvrage, ce n'est pas le cas. Déjà, il est accompagné, ou parfois il doit souvent faire face au Parlement, par exemple. C'est pourquoi les élections législatives qui auront lieu en juin, qui renouvellent les députés, sont aussi importantes que l'élection présidentielle. Donc le président, il mène donc une politique avec le Premier ministre qu'il a choisi, aussi avec un gouvernement qu'il a aidé à composer, mais sous la surveillance quand même avisée du Conseil constitutionnel. Et puis les deux particularités du prochain président de la République, c'est qu'il va continuer à être président du Conseil de l'Union européenne jusqu'en juin prochain. Puis surtout, il devra gérer les conséquences de la guerre en Ukraine. Alors justement, en mai, au moment de sa prise de fonction, on imagine bien que la guerre en Ukraine ne sera pas terminée. Et dans ce contexte, on sait que le président de la République a les fonctions de chef des armées. Qu'est-ce que ça recouvre vraiment ce rôle ? Alors, ça recouvre pas mal de choses en fait, parce qu'il préside les comités et conseils de défense nationale. Avec son Premier ministre, il décide des interventions militaires de la France. Tout seul, par contre, c'est lui qui va décider d'appuyer ou pas sur le bouton de la frappe nucléaire, ce qui est quand même hyper important. Et puis aussi, en tant que chef des armées, il rend hommage aux militaires morts pour la France. Et puis tous les ans, le 14 juillet, il passe en revue les corps des armées. Alors pendant la campagne, plusieurs candidats ont évoqué la tenue de référendums. Est-ce que c'est le président de la République qui décide tout seul de la tenue d'un référendum ? Alors non, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, contrairement à ce qui a pu être dit pendant la campagne présidentielle, puisque le président de la République décide de recourir ou non au référendum, mais c'est le Premier ministre qui en a l'initiative. Et puis, il y a d'autres choses qu'on ignore un peu peut-être aussi, c'est que le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale ou le Sénat, peuvent demander un référendum auprès du président. Et puis, les citoyens aussi, dans le cadre du référendum d'initiative partagée. Donc, le président ne décide pas seul de la tenue d'un référendum. En revanche, il peut décider de la question qui sera posée aux Français. Alors non, en fait, un référendum ne peut pas porter sur tout et n'importe quoi. Par exemple, il ne pourrait pas demander le rétablissement de la peine de mort pour ou contre, parce que son abolition est inscrite dans la Constitution. En fait, les sujets des référendums sont strictement encadrés. Ils doivent porter soit sur l'organisation des services publics, la politique nationale économique ou sociale, les questions environnementales ou la construction européenne. Alors dans ce livre, Les pouvoirs du président, donc il y a plein d'informations techniques, théoriques. Il y a aussi beaucoup de petites anecdotes, de petites infos. Et par exemple, on se demande si le prochain président est une présidente. Son conjoint, comment est-ce qu'on l'appellera? Quel sera l'équivalent de la première dame? Alors peut-être le premier homme ou le premier monsieur. En fait, on ne sait pas parce que en fait, le statut du conjoint, de conjointe du président et de la présidente de la République n'est pas édicté. Il n'y a pas de cadre strict pour l'instant. Et quand le nouveau président arrivera à l'Élysée, comment vont se passer les premiers jours de la prise de fonction? J'imagine qu'il va être accompagné dans ses premiers pas dans le palais.
Oui, en fait, que ce soit pendant le premier jour ou tout au long de son mandat, il est accompagné par le secrétaire général de l'Élysée, son directeur de cabinet, un conseiller diplomatique, des conseillers spéciaux. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, selon la Cour des comptes, fin 2020, au sein du cabinet du président de la République, il y avait 48 personnes. Donc ça fait un peu de monde quand même. Et dernière petite question, là vraiment concrète. J'ai envie de contacter le président, ou un Français veut contacter le président, est-ce qu'il peut l'appeler par exemple? Alors, il peut l'appeler, mais à mon avis, il tombera sur le standard de l'Élysée. Par contre, le plus simple, c'est de lui envoyer un courrier ou de lui envoyer un mail. Alors, pour lui envoyer un courrier, c'est simple. Sur l'enveloppe, vous l'adressez à l'Élysée, même pas besoin de timbre. Et sinon, il y a un formulaire en ligne sur le site de l'Élysée. Il y a quand même plus d'1 million de personnes qui ont écrit à Macron pendant son quinquennat, ce qui est beaucoup plus que sous Hollande et Sarkozy. Et c'est bien pour ça qu'il faut au moins 86 personnes pour lire toute la correspondance de l'Élysée et les échanges avec les Français. D'accord, une grosse équipe pour répondre aux Français. Grosse équipe. Delphine, merci pour toutes ces informations. Pour les internautes intéressés par l'ouvrage Les vrais pouvoirs du président, rendez-vous sur la boutique du particulier, sur le site duparticulier.fr. L'ouvrage est disponible au prix de 23 €. Merci et à bientôt.